Bonsoir, merci à tous d'être venus si nombreux ce soir. Ce soir, on a deux conférences qui sont en fait la deuxième partie à deux conférenciers. Ce soir est dédié à l'intelligence artificielle et aussi sur les applications en médecine. Enfin, il y a des applications partout, mais on va voir un peu dans le domaine médical quelques exemples. Donc la première partie, j'ai mon ami Pasha Chatkani, qui est aussi notre webmaster, qui est ingénieur en informatique, qui nous a fait l'amitié de nous expliquer ce que c'est que l'intelligence artificielle, comment ça fonctionne, et un peu sur l'historique. Donc ce soir, la deuxième partie qui est scientifique passe en premier, parce que ça explique d'abord l'intelligence artificielle, et en deuxième partie, nous avons deux conférenciers qui vont donner des applications pour la médecine. Donc Pacha, je te remercie que tu m'as invité, tu as accepté l'invitation. Je te laisse le micro et puis on va t'écouter. Je te laisse. Oui, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Pasha Chatkani, je suis ingénieur en informatique. Je ne suis pas l'expert de IA, mais je suis passionné, on va dire, et j'utilise IA tous les jours dans mon travail quotidien. Et de plus en plus on l'utilise, on intègre en fait l'intelligence artificielle dans nos applications et des outils qu'on développe tous les jours aussi. À la base, en fait, j'ai fait un master en imagerie médicale, qui est le traitement d'images dans le domaine médical, mais j'ai fini par travailler dans la finance. Je vous explique pas pourquoi. Et donc voilà, on va commencer la conférence sur l'intelligence artificielle. Alors qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle ou l'IA désigne pour le développement de systèmes informatiques capables d'effectuer des tâches qui normalement nécessitent l'intelligence humaine. Alors quand on parle des tâches, en général on parle de 5 types de tâches, de catégories que moi je l'ai nommé PARC ici. P c'est perception, apprentissage, résolution de problèmes, l'autre R c'est raisonnement et conception. Donc ici, la vidéo, bien sûr, c'est pas un ours qui m'attaque, c'est généré par l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, comme vous pouvez constater, il y a deux erreurs d'orthographe. Ça, c'est pas moi, c'est encore l'intelligence artificielle qui s'est trompée. Donc, je l'ai laissé comme ça pour vous montrer d'ailleurs que l'intelligence artificielle n'est pas parfaite et que fait des erreurs. Alors, je passe sur le slide suivant. Donc là, on va voir un peu de l'histoire de l'IA. Je trouve ça très intéressante. De façon générale, on pense que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose vraiment nouveau. Ça date d'1 an, 2 ans, 5 ans ou 10 ans. Mais la réalité, c'est que ça date plus de 75 ans. Donc, la première fois, c'était en 1950 qu'un mathématicien et informaticien britannique, Alan Turing, a proposé un concept qu'il a nommé test de Turing. Alors ça veut dire quoi? En fait, j'ai mis une petite photo en haut à gauche là. Grosso modo, en fait, à gauche on va avoir des humains et puis à droite on va avoir une machine. Et si les humains à gauche, plus de 30% des humains à gauche, ils se trompent en pensant que la machine c'est un humain, ça veut dire que le test de Turing est passé et on peut ainsi nommer la machine intelligente. Attention, à l'époque, ça n'existait même pas le terme intelligence artificielle. On parlait d'une machine intelligente. Parce que c'était 6 ans après, en 1956, lors de la conférence de Dartmouth, que
John McCurdy, un ingénieur américain, il a proposé pour la première fois le terme de l'intelligence artificielle pour désigner l'intelligence de machine. Ensuite, en 1961, Unimate a été inventé. Donc Unimate, c'était le premier robot, c'était un bras que c'était capable de le programmer et il était capable d'effectuer des mouvements répétitifs. Il était censé être utilisé dans l'industrie. C'est en bas à gauche. Et puis après, ELISA en 1964, c'était, on peut dire, premier chatbot, le père spirituel des chatbots aujourd'hui, qui a été conçu par MIT. Et il simulait en fait les échanges d'un psychothérapeute en analysant des mots-clés et puis en répondant avec des questions un peu type de conversation des psychothérapeutes. Donc il n'y avait pas beaucoup d'intelligence derrière, mais c'était juste la capacité d'analyse des phrases. Et puis après, on a eu Shaky entre 1966 et 1972, qui a été développé par Stanford University Research Institute. Ça, c'était le premier robot mobile capable de se déplacer à l'aide des roues ou voir à l'aide des capteurs vidéo. Et puis de prendre des décisions pour éviter des obstacles. Donc ça c'est pas vraiment un truc, un petit truc, c'est deuxième photo en fait ici là. Donc c'est celui-là. Mais son invention c'était important pour démontrer qu'on est capable de pouvoir avoir des robots intelligents. Et puis après, un robot similaire, Wabot, a été fabriqué dans une université japonaise, Waseda. La différence, c'est que c'est un peu le premier robot humanoïde en fait qui ressemble aux humains en théorie, avec 2 bras, 2 jambes. C'est celui-là, capable de se déplacer et aussi à l'aide de ses jambes et puis déplacer des objets à l'aide de ses bras. Et aussi capable de communiquer vocalement avec des instructions simples, mais il fallait parler japonais pour pouvoir communiquer avec. Donc ça, c'était aussi important pour démontrer qu'on peut maintenant en fait construire les robots humanoïdes. Et puis après ça, on peut citer aussi des travaux des premiers pionniers, Alan Newell et Herbert A. Simon, qui ont eu d'ailleurs le prix de Nobel pour ces travaux. Ils ont réussi à inventer des algorithmes plus intelligents pour avoir des solutions plus efficaces au lieu de l'avoir de façon exhaustive. Comme des théories de l'arbre, théories de logique, etc. Et puis Arthur Samuel derrière, pour la première fois, il a proposé l'apprentissage par machine ou machine learning. Il a pu inventer un algorithme qui était capable de jouer le jeu Dame en analysant la situation dans laquelle il se trouvait, et puis surtout il était capable de jouer avec lui-même et apprendre comme ça en fait de son expérience. Il était aussi capable de mémoriser la situation dans laquelle il se trouvait qu'on trouvait sur le plateau, afin de l'utiliser pour savoir quelle est la solution la plus efficace plus rapidement possible. Et puis après, dans les années 70, pendant une dizaine d'années, ça ne se passe rien, ce qu'on appelle AI Winter, l'hiver de l'intelligence artificielle, notamment à cause des complexités théoriques et aussi techniques.
Et puis après, on peut reprendre en fait vers 1977. IBM il propose Deep Blue, qui est le premier machine capable de jouer le jeu d'échecs. Et il a pu battre le champion de l'époque, Garry Kasparov, pendant 6 matchs. Et puis à 2002, on a eu Roomba, qui n'était vraiment pas le premier robot aspirateur, mais on peut dire le premier robot aspirateur qui a pu être commercialisé. Et c'est pour ça que c'était important, parce que ça pouvait prouver qu'on peut avoir des objets qui utilisent l'intelligence artificielle, mais qui peuvent avoir un prix abordable pour le public. Et puis 2011, on a eu IBM Watson. Celui-là, c'était intéressant aussi. C'est un algorithme, une machine capable de jouer un jeu télévisé américain à l'époque, ça s'appelait Jeopardy. Et le jeu, en fait, consistait à poser des questions avec des phrases, de mettre une indice dedans. Et puis les réponses étaient à l'inverse, c'était des questions avec la réponse. Donc c'est pas très évident quand je dis comme ça. Je donne un exemple. Par exemple, la question c'était cette ville, je dis en français, cette ville est la capitale de la France. Et les participants auraient dû répondre qu'est-ce que c'est Paris, par exemple. Avec une question. Donc là, c'était important parce que non seulement que la machine était censée de trouver ou de savoir la réponse, mais aussi de maîtriser le langage naturel pour pouvoir construire une phrase comme ça, en fait, avec une nuance un peu. Et là, en fait, IBM Watson a battu les 2 champions de jeu, l'ex-champion de jeu, largement. À la fin, il a eu 77 000 $, alors que les 2 champions, ils ont fini avec 21 000 et 24 000. Donc après ça, ce qui s'est passé intéressant, c'était Eugène Gutzman qui simulait le comportement d'un adolescent ukrainien de 13 ans. Et là, c'était intéressant parce que dans un jury, quelque part, en fait, il a réussi à convaincre 33% des jurys que c'est un humain. Donc, certains disent que d'après la définition de test de Turing, il a réussi à passer le test. Et puis, il y a eu Tai 2016. Ça, c'était un chatbot développé par Microsoft. Là aussi, c'était censé de simuler le comportement d'une adolescente. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec des adolescentes. Mais là, c'est pour le coup, en fait, au bout de 24 heures, Microsoft a dû enlever Tai parce qu'il commence à publier des tweets. En fait, on l'a mis sur Twitter et elle commence à tweeter des tweets haineux, extrémistes et racistes. Et la raison, c'est que les gens, en fait, ils l'ont exposé en fait au contenu toxique. Et comme ça, en fait, elle a appris en fait des contenus toxiques. Et dans ces tweets, il y a eu des choses antisémites. J'adore Hitler, je déteste les féministes, je déteste tout le monde, des choses comme ça. Donc voilà. Et puis après, on connaît un peu la suite, 2011, 2014, 2016, Siri, Alexa. Et puis après, tous les autres chatbots qui viennent après, comme ChatGPT, Claude, Llama, etc. De tous les grands fabricants de l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle LLM, langage model. Alors pourquoi c'est important l'intelligence artificielle? Il y a plusieurs avantages. On peut l'utiliser pour automatisation des tâches afin d'avoir des résultats plus efficaces et plus productifs.
Pour analyse des données, il est capable d'analyser un grand volume de données dans un temps très très court et avec la précision. C'est là où ça fait la différence avec les humains. On l'utilise en personnalisation, comme ce que vous voyez dans les plateformes telles que Netflix, Amazon, etc. Résolution de problèmes de complexes, accélère la recherche, le développement des solutions dans le domaine comme la science, la médecine, l'ingénierie. Et ça simule aussi la croissance économique en créant de nouveaux marchés ou d'opportunités comme véhicules automatiques, dans la robotique, etc. Et puis, dans l'avancée médicale, ça peut améliorer le diagnostic, le traitement, suivi du traitement patient un peu plus personnalisé et de plans de traitement. Dans la sécurité, ça renforce la sécurité dans les domaines comme cybersécurité. Donc, là, c'est un peu paradoxal parce que de l'autre côté aussi, on peut l'utiliser pour trouver des solutions d'attaque de cybersécurité. On va voir ça à la fin pour les défis, limitations. Et puis, dans le domaine d'environnement, on peut l'utiliser pour contribuer à la durabilité environnementale en optimisant la consommation d'énergie ou gestion des réseaux électriques ou prédire les changements climatiques afin d'optimiser la productivité agricole, par exemple. Donc ça fait partie des avantages. Si on veut avoir quelques catégories, on peut diviser en fait déjà selon deux critères. On peut diviser en deux catégories selon le champ d'application. Donc on a IA étroite et IA générale. Alors IA étroite, c'est vraiment pour des tâches spécifiques, vraiment spécialisées. C'est un peu les applications qu'on a aujourd'hui, hein, comme un traducteur instantané par exemple. Alors que de l'autre côté, IA générale, ça veut dire que l'intelligence est capable à faire un peu toutes les tâches comme les humains ensemble, à la fois. Donc ça, c'est pas vraiment au point aujourd'hui. Les IA qu'on a, c'est vraiment, ils sont des IA étroites. Après, on peut en fait les mélanger pour ressembler en fait à IA générale. Si on fait la catégorisation selon les caractéristiques opérationnelles, là on va avoir 4 catégories. On a IA réactive. Donc IA réactive, c'est vraiment modèle simple de IA. Le plus simple, c'est il y a des entrées, il y a des sorties. Il n'y a pas de stockage de l'expérience, de mémoire. C'est un peu comme Deep Blue, ce qu'on a vu, la machine qui jouait le jeu d'échecs. Il y a des entrées et puis il y a des sorties. On a IA mémoire limitée. Donc ça veut dire qu'il y a de la mémoire, mais c'est limité dans le temps, selon le besoin. L'utilisation, par exemple, c'est dans les chatbots qu'on a aujourd'hui ou des véhicules automatiques. Et puis après, on a théorie de l'esprit, theory of mind. Et là, on parle vraiment de l'IA qui est capable de comprendre les émotions, les intentions, les nuances, etc. Et ça, c'est des robots humanoïdes un peu sophistiqués. Ils ne sont pas parfaits aujourd'hui. Ça existe, mais ils ne sont pas au point. Et puis à la fin, on a IA conscience d'elle-même, self-ever AI. Et ça veut dire que c'est vraiment l'IA qui sait que c'est IA. Mais ça, c'est pour moi un sujet de la science-fiction pour l'instant. C'est pas le cas. Il y a des notions en fait qu'on peut voir un peu partout avec des diminutifs. C'est pour ça que j'ai préparé ce slide pour passer rapidement pour expliquer ce que c'est avec un schéma.
Donc en haut, on a AI qui est le terme général de l'intelligence artificielle. Et puis après, on a ML, c'est un sous-ensemble de l'intelligence artificielle. ML, c'est pour Machine Learning. C'est là où l'apprentissage commence à apparaître en fait dans l'intelligence artificielle, mais de façon simple avec des algorithmes simples. Et quand c'est plus sophistiqué avec des réseaux de neurones profonds, c'est ce qu'on appelle DL, qui est Deep Learning, c'est comme Machine Learning, mais c'est plus avancé. Et puis après, dans le corps de ça, on a ce LLM, Large Language Model, comme des ChatGPT et ce genre d'outils. Et puis après, dedans, on a NLU, NLP, NLG, que à chaque fois, c'est NL, c'est Natural Language, langage naturel, et U, c'est pour Understanding, donc la compréhension. Et là, on parle de la compréhension de l'intention, du sens, du contexte, etc. Et puis après, G pour génération. Et là, c'est vraiment tout ce qui est génération, comme texte, comme machine, etc. Et l'ensemble, en fait, on l'appelle NLP, qui est pour Natural Language Processing. Alors, oui, on a parlé de réseau de neurones. Je ne vais pas entrer vraiment dans les détails, parce que c'est très, très technique. Pour avoir une vision globale, donc réseau de neurones, c'est un modèle informatique qui imite la façon dont le cerveau humain traite l'information. Il est composé des neurones, enfin simulation de neurones. Et puis après, dans les slides suivantes, j'ai un autre schéma qui est peut-être plus clair. En fait, on a la première couche qui est l'input, la data d'entrée, et on a un ou plusieurs couches intermédiaires qui sont des couches cachées, on les appelle parce qu'on ne les voit pas. Et puis après, c'est la couche de sortie. Et donc, en fait, pour chaque entrée, on calcule juste un poids avec des algorithmes, et puis après derrière il y a des fonctions qu'on appelle fonctions d'activation qui selon le poids et d'autres paramètres décident que le neurone en question doit s'activer ou pas pour l'utiliser pour la couche suivante, et puis à la fin la décision finale pour une classification, catégorisation par exemple. Ici, dans cet exemple-là, on voit, dans l'input, on voit par exemple, si on parle des maisons, type de maison, c'est un villa, duplex, distance à la mer, la taille, l'équipement qu'il y a dans la maison, etc. Et puis à la sortie, on peut avoir... voilà, c'est là où on peut avoir si la maison c'est duplex, ou la catégorisation de prix par exemple, on peut décider en fait comment, sur quels critères on va faire la catégorisation. Donc dans l'ensemble en fait on a deux types d'apprentissage qu'on appelle supervisé et non supervisé. On a un troisième qui s'appelle autosupervisé aussi. Ils sont utilisés pour des applications différentes. Alors quand on parle de supervisé, ça veut dire que dans l'entrée, on a la data d'entrée, mais après on les étiquette pour dire que en fait, s'il s'agit par exemple d'une catégorisation, on catégorise les données pour dire que ça c'est ci, ça c'est un villa, ça c'est un appartement, ça c'est un duplex, et on laisse le modèle de faire l'apprentissage, le training. Et puis à la fin, on compare le résultat. En fait, c'est le modèle lui-même qui compare le résultat avec le résultat obtenu avec les étiquettes. Et puis après, il calcule l'erreur et puis il refait l'itération pour améliorer en fait le résultat. C'est ça qu'on appelle le training de modèle, qui est la partie souvent la plus coûteuse des modèles actuels, parce que ça nécessite déjà beaucoup de données et beaucoup de capacités de calcul.
Et après, on a des apprentissages non supervisés. Et là, pour le coup, il n'y a pas des étiquettes. Et par contre, là, c'est un peu différent. C'est pas vraiment pour trouver des catégories, pour mettre des catégories. C'est plus pour trouver des formes, des patterns, en fait, dans la donnée. Et puis après, à la fin, on a un apprentissage qui est auto-supervisé. Ça veut dire que ça ressemble à non supervisé, mais à l'intérieur, derrière, c'est supervisé, mais c'est le modèle lui-même qui crée des catégories. Ça, c'est un peu le cas de tout ce qui est LLM, comme ChatGPT par exemple. Ils ont les données de base, et puis après, ils commencent à faire l'apprentissage, et puis ils font eux-mêmes des catégories de mots, et puis après, sur les catégories, ils trouvent la valeur de loss, qui est l'erreur, pour pouvoir continuer le training ou l'apprentissage. Quand je parlais de mélanger, quand je disais aujourd'hui on n'a pas d'une intelligence artificielle qui est capable de tout faire, là récemment, probablement vous avez entendu parler AI agentique. Là, c'est quelque chose pour un petit peu s'approcher à l'intelligence humaine. C'est des agents qui sont capables de faire plusieurs étapes, mais séparément, mais ensemble pour un objectif donné. Donc là, il y a vraiment 3-4 étapes qui se font l'une après l'autre. Ça commence par une perception. Là, on parle de la compréhension. Donc l'agent, il reçoit la data d'entrée qui peut être texte, image, n'importe quelle donnée. Et puis dans l'étape suivante, il fait son raisonnement, sa planification pour trouver quel est l'objectif, qu'est-ce que je dois faire. Il fait tout ça tout seul. Et puis après, il passe à l'action. Une fois que le plan est défini, il passe à l'action. Et puis après, il a une mémoire aussi à court terme et à long terme. Pour se souvenir du contexte, de la préférence de l'utilisateur, etc. Ça, c'est quelque chose qui est maintenant vachement à la mode et que ça commence à être utilisé de plus en plus pratiquement dans les entreprises ou dans l'industrie. Alors, est-ce que la progression de l'IA peut-elle être dangereuse? Est-ce qu'à un moment donné, comme illustré dans l'image, les robots vont mettre les humains dans les prisons, etc. La réponse pour moi, c'est non. On est très très loin de ça. Par contre, des difficultés ou des défis, il y en a pas mal. Donc, les défis comme ça ou les difficultés, je cite ici quelques-unes. Donc, prise de décision autonome, comme j'ai montré sur le premier slide, donc l'intelligence artificielle n'est pas parfaite, il se trompe. Donc, c'est important de ne pas laisser l'intelligence artificielle 100% autonome pour la prise des décisions 100% autonomes. Là, ça peut être catastrophique, le résultat. On a un problème sur remplacement d'emplois parce que oui, on en parle aussi parce qu'il y a de plus en plus des tâches qui sont capables de faire par l'IA ou par machine. J'ai lu quelque part qu'un robot en fait il peut coûter 1 à 4 dollars l'heure. Alors qu'un humain, en fait, il coûte 100 000 euros par an. Donc oui, ça va remplacer beaucoup de postes, beaucoup de rôles. Mais encore, personnellement, je pense qu'il va aussi créer il va en créer d'autres opportunités. Toujours, à mon avis, c'est le marché qui s'équilibre en fin de compte. C'est un peu, on avait la même peur, je pense, pendant les 18e, 19e siècle, lors de la révolution industrielle. Finalement, il y a des postes perdus, mais d'autres rôles, d'autres postes qui ont été proposés, inventés. Il y a question éthique et de biais.
Donc, puisque l'intelligence artificielle se base sur la data, ça dépend de la qualité de la data, c'est sa prise de décision. Par exemple, si elle est utilisée dans un outil de recrutement, puisque dans les données actuelles, par exemple, on va dire qu'il y a plus d'hommes, enfin les hommes, ils ont plus de chances d'accrocher à un travail. Donc si l'intelligence artificielle se base sur ces données-là, dans le résultat, ça va être la même chose. En fait, il va donner en fait plus de points à un candidat, par exemple homme, qu'à un candidat femme. Donc la vie privée et surveillance, donc oui, ça, on en parle toujours des données privées. Risque, sécurité. Donc je disais non seulement qu'on peut l'utiliser l'intelligence artificielle pour pour battre contre les cyberattaques, mais de l'autre côté, les attaques peuvent aussi être plus intelligents, ils peuvent trouver les failles, les erreurs plus facilement, plus rapidement avec de l'intelligence artificielle. Et puis après, on a des préoccupations existentielles comme AI super intelligent qui va dépasser le pouvoir et le contrôle humain. Et puis si elle est utilisée dans les armes, là c'est pareil, ça peut mettre en question des sujets moraux ou quand il est utilisé avec des décisions autonomes. Alors dans l'avenir de l'AI, donc le progrès ça continue vers un AI général. Les techniques d'apprentissage ne cessent pas d'être améliorées. Il y a de la recherche activement là-dessus pour améliorer et surtout de les rendre un peu plus rapides et moins chers. Ça continue. On commence aussi l'intégration avec l'informatique quantique et ça va faire aussi une grande révolution de pouvoir mélanger le pouvoir de l'informatique quantique avec l'IA. Ça c'est en train de se faire. Et collaboration humain-IA pour la prise de décision, pour créativité et l'efficacité. Et puis après, il faut travailler, comme je disais tout à l'heure, sur les questions éthiques, responsables. Il est de plus en plus utilisé dans la santé, dans la médicale. Nos experts vont nous expliquer. Et puis après, aussi dans le système d'autonomes, comme dans le transport, les véhicules automatiques et dans l'agriculture. Et puis AI générative qu'on appelle Gen AI, en fait, qui est capable de générer de plus en plus de contenu et d'imiter même la créativité. Et puis après, dans durabilité, on va vers amélioration, l'efficacité de l'énergétique, prédiction de changement de climatique pour optimiser les ressources. Et voilà, ici on parle de défis, limitations. J'ai cité quelques-uns tout à l'heure. Donc oui, on parle de protection de vie privée, de la data et de la vie privée, sécurité de données, c'est important. Biais, équité, c'est ce que je disais sur le résultat qui sont biaisés par l'intelligence artificielle. Explicité et transparence, ça c'est quelque chose qui est un peu problématique aujourd'hui. Les modèles, ils fonctionnent comme les boîtes noires, on ne sait pas ce qui se passe dedans. Consommation de ressources, qui aujourd'hui nécessite une consommation assez importante, donc il faut travailler là-dessus. Robustesse, adaptabilité. Les modèles aujourd'hui ils s'adaptent pas. S'il y a un moindre changement, il faut faire le training de l'apprentissage de nouveau avec plein de données. Il n'y a pas cette capacité d'adaptabilité. Et puis on a des limitations techniques.
Et dans la partie limitation, raisonnement de bon sens, ça c'est ce qui manque aujourd'hui dans l'IA. Il ne peut pas travailler comme un humain, il ne peut pas avoir le bon sens comme un humain. L'adaptation de l'apprentissage, j'en ai parlé. Compréhension du contexte aussi, il manque. Aujourd'hui, dans les chatbots qui fonctionnent avec LLM, ça c'est très important de donner le bon contexte, sinon ça ne marche pas. Il n'est pas capable vraiment de comprendre en fait, le contexte, sauf si on lui donne directement, spécifiquement. Et puis, comme je disais, ça dépend vraiment à la qualité des données avec lesquelles on fait l'apprentissage. Donc, créativité est limitée. Quand on pense que l'IA est créative, quand il génère des images artistiques, par exemple, c'est faux, c'est pas vraiment la créativité derrière. C'est les humains qui ont créé la créativité et l'IA, il répète juste ce qu'il a appris de ce que les humains ils ont déjà fait. Donc voilà, c'est grosso modo les défis limitation. Et voilà, est-ce que vous avez des questions ?